Alors, un exercice corrigé de mécanique quantique sur le spin 1,5, les matrices de Pauli, les espaces propres, les vecteurs propres. Voilà, c'est un exercice typique d'examen qu'on va corriger entièrement. Ok. Alors, je vais lire l'énoncé, ensuite je vais procéder à la correction, comme d'habitude. Donc, on appelle matrice de Pauli les trois matrices suivantes. Donc, ce sont les matrices sigma x, sigma y et sigma z. Où sigma x a pour coordonnées sur sa première colonne 0, 1, et 1, 0 sur la deuxième colonne. Sigma y sur sa première colonne, 0, i, moins i, 0 sur la deuxième colonne. Et sigma z, 1, 0 pour la première colonne et 0, moins 1 sur la deuxième. On rappelle que, par convention, les matrices de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z, sont associées à la mesure de composante d'un spin, 1,5, j'ai oublié le 2 là, selon les directions OX, Y, OZ. On a la relation suivante, donc c'est une relation vectorielle. Le vecteur de spin est égal donc, au produit de la constante h bar sur 2, donc constante de Planck réduite, h bar sur 2, multiplié par notre vecteur de Pauli, donc qui est constitué des différentes composantes des matrices en fait. Donc ces matrices sont données dans la base des vecteurs propres de sigma z, correspondant respectivement aux valeurs propres plus 1 et moins 1. Okay, donc dans la base des vecteurs propres de sigma z. Donc on nous demande un certain nombre de choses. Tout d'abord de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres de chacune des matrices. Ensuite, de donner les composantes du vecteur de spin S dans la base des quêtes orientées suivant la direction Z, plus et moins. Bon, le plus et le moins se réfèrent aux valeurs propres de la matrice Z, qui a pour valeur propre 1 et moins 1, d'accord. Soit petit u, un vecteur unitaire quelconque. Donc, donner les composantes de U, j'ai oublié le petit u ici, c'est génial, mais bon, on nous demande ces composantes, en fait, en coordonnées sphériques, ok. Donc il va falloir savoir, et c'est ce que je vais vous réexpliquer, connaître le passage en coordonnées sphériques. Voilà, c'est très simple, je vais l'expliquer. Donc calculer SU, qui est égal au produit scalaire du spin par rapport au vecteur U. Autrement dit, le produit scalaire du spin, donc on cherche à voir ce qui se passe dans la direction du vecteur U, dans la base des vecteurs propres de la matrice de Pauli sigma z. Ok. Petit e, donner les valeurs propres et les vecteurs propres de SU, retrouver les résultats de la question 1. Enfin, petit f, et ça c'est une question dans les examens qui a son bonus, si l'exercice est sur 20, c'est une question à 5 points ça. C'est là qu'on départage les bons élèves des mauvais, généralement. Alors, on prépare un spin dans l'état plus z, enfin des bons élèves, des très bons élèves. On effectue ensuite une mesure de spin suivant U, calcule la probabilité de se trouver après la mesure dans l'état plus U, vecteur propre associé à la valeur propre positive de SU. Ok, donc la correction. Alors, on nous dit que donc, la matrice de Pauli suivant Z, on nous donne son spectre, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs propres, on dit que c'est plus 1, moins 1. Et on nous dit également, donc tout va être exprimé suivant ces deux vecteurs, dans quasiment l'intégralité de l'exercice. Donc ces vecteurs sont les quêtes plus suivant Z et quêtes moins suivant Z qui correspondent respectivement aux valeurs propres plus 1 et moins 1 de la matrice Z. Ok. Donc, on traduit ce que ça veut dire en termes matriciels, vectoriels. Ça veut donc dire que sigma Z chapeau fois le quête plus orienté suivant Z est égal au quête plus orienté suivant Z. Donc tout ça, ça veut simplement dire que le vecteur plus Z est un vecteur propre de la matrice de l'opérateur sigma Z, ok, la matrice de Pauli sigma Z, pour la valeur propre 1, parce qu'ici c'est égal à plus 1. Et ici, ah ben là j'ai encore génial un erreur d'énoncé, mais c'est pas grave, ça va se comprendre. Ici on a un moins, d'accord. Donc là où je vraiment, vous imaginez qu'il y a un moins, là où j'entoure mon curseur, en fait, puisque moins z, c'est un vecteur propre de sigma z pour la valeur propre moins 1. Donc sigma appliqué à moins z, c'est égal à moins 1 fois moins z. D'accord. Donc c'est un oubli de ma part, il y a un moins 1 ici. Mais bon, ça n'influe pas dans les calculs par la suite. Alors, donc, on va chercher donc les vecteurs propres associés effectivement ces matrices. Donc on s'aperçoit, pour avoir les coordonnées de plus n, donc on va écrire plus z sous la forme alpha bêta et on va chercher alpha bêta. Alors il faut que la matrice de Pauli sigma z multipliée par ce vecteur de coordonnées alpha z est égale à, on calcule, donc on fait le produit de la première ligne, donc 1, 0 par alpha bêta. Autrement dit, ça doit être égal, la coordonnée x, une fois alpha plus 0 fois bêta est égal à alpha. Le deuxième terme, deuxième colonne, c'est la deuxième ligne multipliée par la première colonne. Donc c'est 0 fois alpha moins 1 fois bêta, donc c'est du moins bêta. Ceci doit être égal à alpha bêta.
d'accord, puisque on parle de valeur propre égale à 1. Autrement dit, bêta doit être nul. Et donc, nécessairement, notre vecteur propre de la matrice sigma z associé à la valeur propre plus 1 s'écrit, suivant la base canonique, sous la forme 1, 0. Ce vecteur est normé. Ok. De même, si z, on peut l'exprimer sous la forme alpha bêta, on doit chercher alpha bêta, on doit avoir donc le produit de la matrice de Pauli sigma z multiplié par ce alpha bêta est égal à moins, puisqu'on a, on a une valeur propre d'ordre moins 1, le vecteur alpha bêta. Donc c'est un système de 2. Donc le premier terme, effectivement, on a une fois alpha plus 0 fois bêta, c'est alpha. 0 fois alpha moins 1 fois bêta, c'est moins bêta. Donc alpha égale moins bêta égale moins bêta. On en déduit nécessairement que alpha est égal 0 et que bêta est quelconque. Donc on va prendre bêta égale 1 pour le normaliser. On en déduit donc la valeur de notre vecteur propre associé à la valeur propre moins 1, vecteur propre de la matrice de Pauli, sigma z, ok, qui a pour coordonnées 0, 1. Ok. Maintenant, on va faire la même chose pour sigma x et sigma z. Donc, on va chercher les valeurs propres de la matrice de Pauli sigma x. Ben, les valeurs propres se calculent de la manière suivante. On cherche l'ensemble des lambda. Lambda, ce sont les valeurs propres, telles que le déterminant de la matrice sigma x chapeau moins lambda fois l'identité 2, puisqu'ici c'est une matrice, on est dans un espace de dimension 2, hein, donc l'identité 2 c'est une matrice de 2 avec des 1 sur sa diagonale et 0 ailleurs. Donc ce déterminant on le pose, donc les deux barres ça veut dire qu'on calcule le déterminant donc de moins lambda 1, 1, moins lambda, enfin on utilise la règle du gamma du déterminant, donc ce déterminant est nul si lambda carré moins 1 égale 0, autrement dit si seulement si lambda vaut plus ou moins 1, ok. Donc on cherche ces vecteurs propres, donc les vecteurs propres de sigma x chapeau, on va les noter vecteurs propres donc de x, donc suivant la direction x de sigma, pour se référer à la matrice de Pauli suivant x, plus et moins, parce que plus, ça sera le vecteur propre associé à la valeur propre plus 1, et moins, ce sera le vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Donc ces vecteurs propres doivent nécessairement donc vérifier ces deux relations vectorielles. C'est la définition. Là encore, vraiment, excusez-moi, j'ai oublié un moins ici, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc en fait, le vecteur propre plus x associé à la valeur propre plus 1 pour sigma x vérifie sigma x chapeau fois le vecteur propre plus suivant x est égal au vecteur propre plus suivant x, et la même chose pour le vecteur propre associé à la valeur moins 1, sauf qu'ici on a un moins 1. Ok. En notant plus x sous la forme toujours alpha bêta, on cherche alpha bêta, on a que le produit matriciel entre notre matrice sigma x qui est 0, 1, 1, 0 et notre vecteur alpha bêta doit être égal à alpha bêta. Donc on fait ce produit matriciel. Le premier élément, donc on a une matrice de 2 par un vecteur de 1, donc on va obtenir un vecteur de 1, donc deux lignes, une colonne. Le premier élément est donné par le produit entre la première ligne de notre matrice, donc 0, 1, et le vecteur colonne. Autrement dit, ici on va avoir 0 fois alpha plus 1 fois bêta est égal à bêta. Et ici on va avoir la deuxième ligne de notre matrice multipliée par la première ligne vecteur colonne, c'est un calcul matriciel élémentaire, donc c'est 1 fois alpha plus 0 fois bêta alpha. Et donc ceci doit être égal à alpha bêta. On en déduit automatiquement que pour x, on doit avoir x est égal à alpha fois 1, 0. Autrement dit, ce vecteur-là, on peut le mettre comme combinaison linéaire, donc alpha de 1, 0 plus alpha de 0, 1. Autrement dit, le vecteur propre x va être une combinaison linéaire du vecteur propre associé à la matrice de Pauli z, suivant la composante plus, donc plus 1, plus alpha, vecteur propre associé à la composante z de la matrice de Pauli. Ok. Ce vecteur plus x doit être normalisé, donc on va calculer sa norme. Sa norme, c'est égal au carré de ses composantes, suivant les bases. Donc c'est du alpha 2 plus alpha 2 qui doit être égal à 1. On en dit du 2 alpha 2 égal à 1, d'où alpha égale racine de 2 sur 2. Ok. On peut donc mettre le vecteur propre. On a donc trouvé le vecteur propre de la matrice de Pauli sigma x associé donc à la valeur propre plus 1. Et donc c'est égal à plus z plus moins z sur racine de 2. Ok. De même, alors, l'exercice est assez long, d'accord, je vais vous dire, il y a 18 pages, parce qu'après, il y a des calculs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus physiques. Donc, je vais passer sur ça. Vous avez le détail des calculs, hein. J'ai détaillé le calcul
Voilà, là je me suis pas trompé, j'ai mis du moins, donc effectivement le vecteur propre pour la matrice de poly x associée à la valeur propre moins 1, donc vérifier cette égalité. Donc vous avez juste à dérouler le même calcul et vous allez trouver ce résultat-là. Ok. Autrement dit, sigma i chapeau a pour valeur propre plus 1 moins 1, et pour vecteur propre associé, donc le vecteur propre associé à la matrice sigma x pour la valeur propre plus 1 est égal au vecteur propre associé à la matrice sigma z, puisqu'on doit tout exprimer d'après l'énoncé suivant ces vecteurs de base, pour la valeur propre plus 1, plus le vecteur propre associé à la matrice sigma z pour la valeur propre moins 1 sur racine de 2. D'accord? Alors, pour sigma y, ben, ça va être exactement pareil. Bon, j'ai envie de pas trop détailler les calculs parce qu'il y a des choses plus intéressantes après, mais écoutez, je vais le faire. Donc, on a toujours que le déterminant de sigma y chapeau moins lambda fois l'identité doit être égal à nul. On pose ce déterminant, donc on somme ces deux matrices, c'est une matrice de 2 avec une matrice de 2. On obtient que on doit calculer le déterminant de moins lambda i, moins i, moins lambda. Ce déterminant vaut lambda carré plus i au carré. I carré, c'est moins 1. Autrement dit, lambda doit être égal à plus ou moins 1. On va trouver qu'en fait, toutes les matrices de poly, que ce soit sigma x chapeau, sigma y chapeau, sigma z chapeau, vont avoir toutes les mêmes valeurs propres. Ok, les valeurs propres, ça sera plus 1 et moins 1. Elles n'auront pas, bien évidemment, les mêmes vecteurs propres. Donc, on cherche à présent les vecteurs propres associés sous la forme plus x sur z et moins sur y, avec sigma y chapeau fois le vecteur propre associé sur la direction y à la valeur propre plus 1 qui est égale à plus ce même vecteur propre, et on a exactement la relation idem pour la valeur propre moins 1 ici, ok. Et donc moins suivant y est un vecteur propre de la matrice de poly sigma y chapeau pour la valeur propre moins 1. Donc on résout toujours un système d'équations linéaires à deux inconnues toutes simples en posant matriciellement cette relation vectorielle. Donc, en notant toujours pareil, on cherche alpha et bêta, les composantes de notre vecteur propre plus suivant y. La matrice de poly sigma y chapeau, donc est 0i moins i 0, multiplié par notre vecteur propre alpha bêta, doit être égal à notre vecteur propre alpha bêta. Ok? Donc, toujours pareil, 0 fois alpha moins i fois bêta, c'est moins i bêta, et i fois alpha plus 0 fois bêta est égal à i alpha. D'accord? Donc, I bêta égale moins alpha, I alpha égale bêta. On en déduit que le couple alpha-bêta doit être égal au couple 1i. Donc, le vecteur propre associé à la matrice Y suivant la composante Y va être égal à alpha fois 1i. Ce vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire alpha de 1, 0 plus alpha de 0i. Et ces deux vecteurs de base, ce sont les vecteurs de notre énoncé. Ce sont les vecteurs propres de la matrice de poly sigma z, et on doit tout écrire en fonction de ces vecteurs propres. Ok. On doit avoir la normalisation aussi, donc alpha carré plus alpha carré c'est 1, on en dit que alpha égale 1 sur racine de 2, d'où l'expression du vecteur propre de la matrice de poly y associé à sa valeur propre plus 1, qui s'exprime comme une combinaison linéaire en fait des vecteurs propres de la matrice de poly sigma z, comme étant égal au vecteur propre de la matrice de poly sigma z associé à la valeur propre plus 1, plus i fois le vecteur propre de la matrice de poly sigma z associé à la valeur propre moins 1, de tout sur racine de 2. D'accord? On va faire exactement la même chose pour moins y. Écoutez, je vous ai détaillé le calcul, je ne vais pas le commenter, je vais switcher directement à la question d'après qui est plus intéressante. Je vous ai mis donc la valeur que doit vérifier le vecteur propre moins y. J'oublie ici une accolade triangle, d'accord, pour représenter le ket. D'accord. En posant moins alpha, on a cette identité vectorielle et finalement on trouve que y, le vecteur propre associé à la matrice de poly sigma y associé à la valeur propre moins 1 se met sous cette forme-là. Ok? Autrement dit, combinaison linéaire, toujours pareil, des vecteurs propres de la matrice de poly sigma z. Le premier, le vecteur propre associé à la valeur propre plus 1, et le deuxième associé à la valeur propre moins j. Ok. Alors, maintenant, question B et C. Alors, là, j'ai simplement donné une représentation, je dirais,
alors on peut le connaître ou pas, c'est une représentation qui est utile. Si vous avez par exemple dans un plan donc un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire de deux vecteurs, on peut l'exprimer sous ce plan, dans un plan si on est dans le cas des réels, sous cette forme-là, d'accord? Maintenant, vous pouvez avoir aussi une représentation sphérique, on appelle ça la sphère de Poincaré. C'est utile pour la représentation d'un état à deux dimensions lorsqu'on a des vecteurs complexes. Voilà. Alors, on met généralement pôle nord, pôle sud, en fait, les vecteurs du spin, de la composante spin que l'on cherche à mesurer. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis moins z ici en bas et plus z ici en haut, plus y à droite et moins y à gauche. D'accord? Donc, bon, c'est une représentation qui permet de comprendre, je dirais, visuellement les spins. Maintenant, d'un point de vue analytique, les calculs peuvent aussi aider à l'interprétation du spin, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le vecteur d'opérateur, S chapeau vecteur, est donc égal à, par définition même du spin et des matrices, la matrice de Pauli est égal à h bar sur 2, le vecteur opérateur chapeau, sigma, matrice de Pauli. Voilà, en dimension, ce sont des opérateurs d'une matrice. Effectivement, ce sont des opérateurs matriciels. Donc, en fait, on va expliciter ces termes. Le spin chapeau, le vecteur spin chapeau est égal à h bar sur 2. Ça, c'est un complexe, un scalaire à 1. Donc, c'est une valeur réelle. On sort de notre identité vectorielle. Sigma chapeau vecteur, en fait, c'est la composante des différentes matrices de Pauli. Donc, c'est la matrice de Pauli suivant X, la matrice de Pauli suivant Y et la matrice de Pauli suivant Z. Donc ici, on a les vecteurs de la matrice. Autrement dit, on peut mettre notre opérateur S chapeau sous cette forme-là, d'accord? Donc c'est une mesure, donc c'est h bar sur 2 et on a sur chaque composante les différentes matrices de Pauli, sigma x, sigma y et sigma z. Ok, sigma z, sigma y, sigma x. Une mesure du spin suivant ux va s'écrire S chapeau petit x, indice x. Une mesure de spin suivant uy, le vecteur ey, on cherche le spin, on peut chercher à mesurer le spin suivant différents vecteurs. Donc, suivant y va s'écrire S chapeau indice y, et je vais donner la relation explicitée qui permet de le calculer. Une mesure de spin suivant le vecteur u s'écrit, donc u étant un vecteur générique, quelconque, exprimé, on va le voir en coordonnées sphériques, j'ai réexpliqué le système de coordonnées sphériques, comme étant le produit scalaire de l'opérateur chapeau de vecteur spin par U. Et on notera SU. Donc si effectivement notre vecteur U c'est le vecteur U indice X, donc c'est le vecteur unitaire suivant l'axe des X, alors le spin de l'opérateur spin S chapeau de U sera égal à S chapeau de X. Si U est égal à Y, alors S chapeau de U sera S chapeau de Y. Mais le vecteur U peut être plus exotique. En effet, donc je vous ai représenté ici le système de coordonnées sphériques, d'accord? Donc il faut savoir le refaire et retrouver les calculs. Donc en fait on part d'un vecteur U qui a comme coordonnées cartésiennes suivant x, y et z, ux, uy, qz. Et on veut passer en sphérique, ok? Eh bien en sphérique en fait on a deux paramètres qui interviennent, ce sont deux angles, c'est l'angle θ et l'angle φ. Donc l'angle θ c'est l'angle que fait notre vecteur U avec notre vecteur z chapeau, généralement le pôle. Et pour avoir l'angle phi, en fait, vous voyez que le vecteur U, lorsqu'on le projette orthogonalement dans le plan x chapeau, y chapeau, dans le plan XOY, on obtient ce point qui est le projeté orthogonal du point M qui est à l'extrémité de notre vecteur U dans le plan XOY, d'accord? Et donc phi, donc on obtient un vecteur dans ce plan, qui est la projection de U sur ce plan, et donc phi, c'est l'angle formé entre cette projection vectorielle et notre vecteur X chapeau, ok? Donc vous voyez, donc cette valeur-là, il faut connaître ces formules trigonométriques. Si vous connaissez ce que c'est qu'un cosinus, un sinus, vous n'avez aucun problème à pouvoir passer de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Le vecteur U, en fait, se projette suivant ce vecteur en sinus θ, d'accord? Donc ici, c'est du sinus θ, si U est unitaire. Et sinus θ, si on veut le projeter suivant, donc ce vecteur-là vaut sinus θ, si on veut le projeter suivant X chapeau, il va nous falloir avoir du cosinus phi. Donc, puisque ce vecteur unitaire vaut sinus θ, d'accord, on le retrouve ici, hein, c'est le même vecteur, ok, puisque ici c'est la projection orthogonale sur ce plan, et bien à ce moment-là, ce vecteur qui vaut sinus θ, si on veut le projeter sur Y chapeau, et bien on va le projeter en sinus phi. Autrement dit, UX, c'est donc sinus θ fois cos phi,
on le retrouve ici. Et UY, la projection, cette projection-là que je monte du curseur, c'est en fait ce vecteur-là qui est donc sinus θ, ok, projeté suivant Y, sinus phi. Autrement dit, il faut savoir le retrouver. Moi, je le connais pas du tout par cœur, mais je retrace en une seconde, je dirais, les coordonnées sphériques, le système, et je suis capable de passer de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques, puisqu'on nous demande la composante du spin sur un vecteur quelconque. Ok. Donc, avec ce schéma qui représente donc le passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques suivant les coordonnées, suivant les paramètres θ et phi des coordonnées sphériques, hein, c'est en fait longitude et latitude. Ok. Donc, U qui a pour composante en coordonnées cartésiennes UX, Y, UZ va s'écrire en sphérique sinus θ, cos phi, sinus θ, sinus phi et cos θ. D'accord. On peut facilement vérifier que la norme de U est égale à 1, qui est normée, puisque sinus carré θ, cos carré phi, plus sinus carré θ, sinus carré phi, plus cos carré θ, eh bien, ça vaut 1. Okay, on met cos carré phi, sinus carré θ, donc on vérifie facilement. D, maintenant, on peut écrire, on nous demande la projection, effectivement, de l'opérateur. Donc, c'est ce qu'on va calculer. On nous demande la projection de l'opérateur de spin suivant l'axe des U. Ben, donc, on va faire le produit scalaire. Donc, ça, c'est à connaître, effectivement, dans les exos quantiques. Il faut être capable de savoir de quoi on parle en quantique et de décrypter un énoncé pour pouvoir le traduire en un formalisme élémentaire quantique. Autrement dit, donc SU chapeau, ça va être S scalaire U. On projette notre spin suivant le vecteur U. Donc cette projection, ben, ça se traduit mathématiquement en un produit scalaire. Donc SU chapeau doit être égal à H bar sur 2. Sigma X chapeau, sigma Y chapeau, sigma Z chapeau, scalaire. Hein, ce petit point, c'est une forme de scalaire. Hein, bien qu'on a à la fin, on a une identité vectorielle, mais c'est du scalaire. Fois sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi, cos θ. Donc vecteur d'opérateur. Donc on en déduit qu'on va voir que la projection suivant un vecteur U quelconque exprimé de manière quelconque en coordonnées sphériques va s'écrire sous la forme H chapeau H bar sur 2 sinus θ cos phi suivant la matrice de Pauli sigma x plus sinus θ sinus phi multiplié par la matrice de Pauli sigma y plus cos θ multiplié par la matrice de Pauli sigma z. On a effectivement une grosse matrice. On va expliciter, j'explicite ici les matrices par les matrices, en effet, suivant les vecteurs de base de l'énoncé. Et on a donc S U chapeau est égal à H bar sur 2 sinus θ cos phi. Donc ce scalaire-là va devoir rentrer dans notre matrice sigma x, plus ce terme-là qui va rentrer dans notre matrice sigma y, 0 moins i 0, plus H bar sur 2 cosinus θ, qui va rentrer dans notre matrice de Pauli sigma y, sigma z, pardon, 1, 0, 0, moins 1. Donc, on fait rentrer tous les termes dans la matrice de manière à avoir une seule matrice et d'avoir quelque chose de unifié. Donc, ajouter de 3 matrices de même dimension, ben, vous ajoutez composante par composante. Donc, première composante avec la première composante, ici on a 3. Donc, par exemple, on va prendre la première ligne, première colonne, le premier élément, première colonne, avec la somme de cet élément, plus la somme de cet élément, plus la somme de cet élément. Ok. Autrement dit, c'est égal à H bar sur 2, 0 sinus θ cos θ, sinus θ cos θ 0 plus S bar sur 2, 0 i sinus θ cos θ, moins i sinus θ cos θ 0. Et on obtient donc cette matrice. Donc dans cette matrice, on a du cos θ pour le premier élément, première ligne, première colonne. On a du sinus θ cos phi plus i sinus θ cos phi. Donc le cos phi, on le factorise, il sort, et on a du sinus θ plus i sinus θ. Non, on a du cos phi plus i sinus phi. Bon, là c'est du phi, et là c'est du cos. Bien. Donc on sait que cos phi plus i sinus phi, c'est exponentielle i phi, c'est la définition même de l'exponentielle complexe. Donc on factorise parce qu'il y a à factoriser. Finalement, on obtient un très joli résultat. Quelque chose de très beau, très esthétique même, je dirais. En fait, on a l'expression de notre vecteur de notre matrice de spin, de notre opérateur de spin pour un vecteur U quelconque exprimé en coordonnées sphériques. Donc c'est quand même beau.
Et donc notre vecteur de spin, hein, qui a vraiment un sens physique, hein, pour notre vecteur U quelconque, je vous dis bien, il est quelconque puisqu'on a vu que on l'a exprimé en sphérique, mais on a pris vraiment, bon, il est quelconque unitaire, c'est tout, mais c'est donc ça va nous permettre en fait pour différentes valeurs de θ et phi de savoir quel est notre spin. Si on prend θ égale pi sur 2, on va se retrouver ici. Si on prend phi égale 0, on va se retrouver en fait à une composante de spin, à calculer une composante de spin suivant x, y chapeau. Si par exemple on veut dans notre problème calculer une composante de spin suivant y chapeau, ben, il faut poser θ égale 0, et à ce moment-là on verra que phi est égal 0, et on aura notre composante de spin avec θ égale 0 et phi égale 0, et on saura qu'on mesure une composante suivant z chapeau. On va en venir. L'exercice va se complexifier un tout petit peu, mais il est très simple. Il suffit juste de traduire en termes matriciels, vectoriels, quantiques, avec des notations de Dirac, des énoncés de quantiques. Ok. Donc, notre matrice de spin suivant U s'écrit donc h bar sur 2 cos θ sinus θ exponentielle iφ, sinus θ exponentielle moins iφ, et moins cos θ pour la dernière ligne, dernière colonne. Où U est, donc je le rappelle, notre vecteur unitaire quelconque, exprimé en sphérique. Donc sinus θ cos phi, donc il est exprimé, pardon, c'est un vecteur unitaire exprimé en coordonnées cartésiennes suivant ses coordonnées sphériques. Ok. Donc sinus θ cos phi pour la composante suivante x, sinus θ sinus phi pour la composante suivante y, et cos θ pour la composante suivante z. Hein. Je rappelle que ce qui fait office de règle de calcul, c'est ce petit schéma générique que j'ai dessiné et qui est unanimement admis à plus de 100% par la plupart des textes des coordonnées sphériques. Alors parfois vous trouverez que θ c'est moins θ, phi est un peu exprimé différent, mais dans 99% des cas, c'est ce schéma-là. Ok. Donc je rappelle, S de U chapeau, ça correspond à une mesure d'un spin dans une direction quelconque. U, c'est un vecteur quelconque en sphérique, et on a eu une expression générique. Bien. Maintenant, on nous pose la question de la mesure. Quelle est la probabilité de mesurer, suivant notre état de spin, plus h bar sur 2. Ok. Plus h bar sur 2, voire le cours, ça se calcule comme suit. C'est en fait le modulo carré du produit scalaire entre notre vecteur propre de h bar sur 2 et notre fonction d'onde psi, qui correspond à l'état quantique que l'on mesure. Ok. Donc plus cet état quantique psi va être proche de notre vecteur propre de h bar sur 2, plus cette probabilité va être importante, va tendre vers 1. Si au contraire notre état quantique va être complètement orthogonal à notre vecteur propre de valeur propre h bar sur 2, ben à ce moment-là cette probabilité vaudra 0 et on n'aura effectivement aucune chance d'être dans l'état quantique, correspondant à une mesure de valeur propre. Très souvent c'est une énergie h bar sur 2. Ok. Donc, quelles sont les valeurs propres de cet opérateur? Bon, bah écoutez, pour calculer les valeurs propres de cet opérateur, on va faire exactement pareil que précédemment. On va calculer le déterminant de notre opérateur moins lambda l'identité. Donc, j'ai additionné donc notre matrice à la matrice moins lambda identité pour obtenir cette matrice. Et les valeurs propres, on sait que les valeurs propres lambda de notre opérateur, ainsi calculées, notre opérateur S chapeau de I, notre opérateur de spin, notre déterminant va être nul pour les valeurs propres lambda. Donc on va chercher les valeurs lambda qui annulent notre déterminant. Donc on pose notre déterminant, on utilise la règle du gamma, d'accord. Notre déterminant de matrice de 2, c'est cet élément-là multiplié par cet élément-là auquel on soustrait cet élément-là multiplié par cet élément-là. Donc je fais un petit pour vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui ont un peu quelques difficultés avec les règles de calcul élémentaire des déterminants. Donc, ce déterminant va être égal à moins h bar sur 2 cos θ moins lambda fois h bar sur 2 cos θ plus lambda, moins h bar sur 2 au carré, fois sinus θ fois sinus θ, c'est du sinus carré θ, et fois exponentielle iφ fois exponentielle moins iφ. Exponentielle moins iφ plus fois exponentielle iφ, ben ça va être exponentielle 0, donc ça va être 1, ça va simplifier. On va ensuite factoriser, puisqu'ici on a une expression du genre a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Autrement dit, c'est a sur 2 cos θ, et b c'est lambda, donc on a du moins h carré sur 4 cos carré θ moins lambda 2. Faites les calculs de votre côté. Moi, je vous déconseille de regarder juste la vidéo comme ça. Hein. Posez les calculs, au moins arriver
à sortir les premiers éléments. Après, bon, après c'est du calcul, mais il faut le poser le calcul, au moins dans sa première partie, pour dire qu'on a bien compris la manière dont on calculait des valeurs propres. Ok. Donc après simplification, on met du h bar sur 4 en facteur, on a du cos carré θ plus sinus carré θ, ça vaut 1. Donc la relation que doit vérifier lambda pour être une valeur propre de notre opérateur de spin S suivant un vecteur unitaire U quelconque en sphérique, c'est lambda carré égale h bar carré sur 4. Autrement dit, on a lambda qui appartient à l'ensemble des éléments plus h sur 2 ou moins h sur 2. Donc on a deux valeurs propres pour lambda. Ok. Donc auxquels on associe les vecteurs propres respectifs. Et quels sont ces vecteurs propres? C'est donc on va les noter, hein, c'est une notation explicite. Donc ce sont les vecteurs propres calculés de l'opérateur de spin S chapeau suivant la direction U. Le premier on va le noter ket plus puisqu'il correspond à la valeur plus h bar sur 2 et le deuxième on va le noter ket moins puisqu'il correspond à la valeur moins h bar sur 2. Ok. On peut expliciter si on veut, c'est assez élégant, je dirais, de marquer en vecteur à la sortie du ket le vecteur selon lequel on considère l'orientation. Donc en fait, je vous rappelle que le ket plus suivant z, c'est le vecteur colonne 1, 0, et que le ket moins suivant z, c'est le vecteur colonne 0, 1. Donc quel est le vecteur propre? Donc là, la question, c'est quel est le vecteur propre plus u, ok, associé à une énergie propre plus h bar sur 2. Donc on va chercher un vecteur quelconque, x, y, avec pour contrainte que notre vecteur soit normalisé, et on va résoudre, le produit de notre matrice SU chapeau multiplié par notre vecteur U chapeau de coordonnées x, y doit être égal à lambda fois notre vecteur x, y. Donc on pose l'égalité vectorielle. Il faut simplement savoir ce qu'est un vecteur propre, ce qu'est une valeur propre. Et vous obtenez donc cette relation matricielle h bar sur 2 cos θ moins h bar sur 2, h bar sur 2 sinus θ exponentielle phi, h bar sur 2 sinus θ exponentielle moins phi, h bar sur 2 cos θ moins h bar sur 2 multiplié par xy, xy sont les valeurs que l'on cherche, est égal à 0. Donc ce système matriciel, bon, on l'explicite, hein, donc la première ligne va nous donner h bar sur 2 cos θ moins h bar sur 2 fois x, plus h bar sur 2 sinus θ exponentielle moins phi fois y, est égal à 0. Bon, on trouve une relation du genre x égale y sinus θ exponentielle moins phi sur 1 moins cos θ pour la première équation. Et la deuxième, ça va être la multiplication de cette deuxième ligne par ce vecteur colonne. Et on va trouver donc une relation de ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut linéariser la première équation. On utilise par exemple la technique des angles moitiés. D'accord? Sinus θ, cos θ, c'est 2 sinus θ sur 2 cos θ sur 2. Bon, on va obtenir cette relation, on prend l'une des deux, puis on part à la pêche, effectivement, pour trouver les valeurs de x qui marchent. Et on trouve que x et y sont liés par une relation du type sinus θ exponentielle moins i phi 1 moins cos θ fois y est égal à x. Donc le vecteur propre, suivant la direction u du spin, du vecteur de spin mesuré suivant u, pour la valeur propre plus h bar sur 2, pourrait s'écrire sous cette forme. Un vecteur de 2. Bon. Il faut vérifier s'il est normalisé pour trouver y. Bien. Donc on va écrire ce vecteur de façon plus symétrique parce qu'il n'est pas très élégant. De plus, on ne peut pas le garder sous cette forme car l'énoncé nous demande de retrouver les vecteurs en question à la question A. Eh bien, pour les retrouver, c'est tout simple. Il suffit de donner les bonnes valeurs aux paramètres des angles θ et phi. Hein. Donc on va faire un test si on retrouve la solution de l'équation 1. Donc pour pouvoir identifier U à UY ici. D'accord? Donc si notre vecteur U doit être égal à UY, qu'est-ce qu'il faudrait comme paramètre de θ et phi? En fait, on s'aperçoit que θ, UY est aligné ici, il faudrait que θ soit égal à pi sur 2. Ok? Et phi soit complètement à pi sur 2. Ok? Donc U est égal à UY. Donc on va donner à notre vecteur, à ce vecteur-là, la valeur de θ est égale à y, donc sinus θ ça va être égal à 1, à phi c'est égal à y, exponentielle moins i fois pi sur 2, on va avoir de l'exponentielle, donc cosinus, cosinus pi sur 2, 0 plus i fois moins sinus moins pi sur 2, sinus moins i fois sinus pi sur 2, ça va être moins i. Autrement dit, on va trouver que notre vecteur propre associé suivant la direction y, associé à la valeur propre plus h bar sur 2, va être égal à 1 fois moins i
sur 1. Je divise par 1 parce que cos phi est égal à 0, puisque phi est égal à pi sur 2, cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Hein. Donc 1 moins 0 est égal à 1. Donc le 1 qu'on retrouve au dénominateur, c'est ici. Et on a notre 1 sur la deuxième composante. Autrement dit, c'est le vecteur moins i1. Il peut se mettre sous la forme moins i fois le vecteur propre suivant la direction z associée au vecteur propre plus, et plus une fois moins z, d'accord? Donc on l'a exprimé en fonction de nos vecteurs de base. Si maintenant on prend u est égal à uz, d'accord? Donc si notre vecteur u est égal à uz, ben on s'aperçoit que notre vecteur u ici doit être égal à uz si θ égale à 0. Okay, quel est la valeur de phi? Ben, phi, il doit valoir, je crois, 0. Hein, voilà, c'est ça. Phi égale 0. On a bien sinus θ égale 0, mais le problème, c'est que 1 moins cos θ, ça vaut aussi 0. Ok? Ben oui, parce que 1 moins cos phi vaut 0, puisque phi est égal à 0. Donc, cos 0, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 0. Donc, on ne peut pas avoir, sous cette forme-là du vecteur, une expression numérique. Ok? Malheureusement, on ne sait pas le calculer. Donc, cette écriture, elle n'est pas joyeuse. Donc, on va reprendre ce calcul, mais on va symétriser pour retrouver une forme un peu plus élégante et, disons, universelle du vecteur propre, donc de l'opérateur de spin SU, chapeau U, suivant la direction U. Ok? Donc, on linéarise, hein, on utilise le fait que cos θ, c'est moins 1, ça va être moins 2 fois sinus carré θ sur 2. On utilise les formules donc, de linéarité du sinus. Donc, c'est une équation à deux inconnus. Je vous laisse la poser, je vous laisse l'écrire. Et vous trouvez que x et y doivent satisfaire la relation x sinus θ sur 2 exponentielle i phi sur 2 doit être égal à y cosinus θ sur 2 exponentielle moins phi sur 2. Bien. Donc, on va trouver ce vecteur u qui fonctionne. Donc, le vecteur u, le vecteur propre de l'opérateur de spin SU chapeau associé à la valeur propre plus h bar sur 2, hein, c'est le plus qui est ici, suivant la direction U, va se mettre sous la forme, donc pour sa première composante suivant x, cos θ sur 2 exponentielle moins i phi sur 2, et pour sa deuxième composante suivant y, sinus θ sur 2 exponentielle plus i phi sur 2, d'accord? On a un vecteur qui est symétrique et directement normalisé. Donc ce vecteur est tout à fait acceptable. Son écriture est beaucoup plus élégante car symétrique et il est aussi normalisé directement. Bien. Remarque au passage, un vecteur propre U mis sous la forme 1 tangente θ sur 2 exponentielle i phi marche tout aussi bien. Mais bon, il n'est pas normalisé, c'est un peu du travail en plus. Hein. Autrement dit, il n'y a pas un vecteur propre, il y a une infinité de vecteurs propres. Ok? Donc, on nous demande de retrouver les résultats à la question A. Ok. Donc, pour retrouver les résultats à la question A, alors, d'abord, une première remarque où j'ai noté qu'effectivement, cette écriture est équivalente à celle-là. Hein. On a un facteur de phase exponentielle moins i phi sur 2 ici, exponentielle plus i phi sur 2. On multiplie en haut et en bas par exponentielle i phi sur 2. Pour la composante en x, ça s'annule et on a de l'exponentielle i phi au dénominateur. Bon, ça évite d'avoir deux composantes du vecteur qui font intervenir une phase. Voilà, tout simplement. Ce sont deux composantes équivalentes, on pourra utiliser l'une ou l'autre, suivant l'intérêt dans les calculs, voilà. Et la praticité, je dirais, calculatoire dans l'énoncé. Donc on peut réécrire ce vecteur, exprimé donc sous forme vectorielle en utilisant la notation, le formalisme de Dirac. Donc, cette notation-là est équivalente à la notation suivante, puisqu'on l'a exprimée suivant les vecteurs propres de base de notre matrice de polysigma Z, voire l'énoncé. Donc, le vecteur propre suivant la direction U associé à notre opérateur de spin pour la valeur propre plus h bar sur 2. Okay, donc, peut s'écrire sous la forme donc cos θ exponentielle moins i phi sur 2 fois notre vecteur de base, qui est donc le vecteur de la matrice de poly, donc le vecteur propre de la matrice de poly sigma Z, donc suivant la direction Z associée à la valeur propre plus 1, le plus c'est la valeur propre plus 1, plus sinus θ exponentielle i phi sur 2, d'accord, on le retrouve multiplié par notre composante ici, qui est notre deuxième vecteur de base, c'est le vecteur propre de la matrice de poly sigma Z, associé à la valeur propre, moins 1. Ok, donc ce sont deux écritures complètement équivalentes. Sauf qu'ici, vous explicitez les vecteurs de base, c'est une notation de Dirac, et bien évidemment en quantique, c'est plus pratique.
Donc, plus élégante du point de vue de la linéarité, sur une seule ligne, l'écriture de Dirac en quantique est à privilégier. Ok. Alors maintenant, la fameuse question qui départage les très bons élèves des bons élèves. Ok. Donc, ben, là voilà. Donc, on considère un état quantique préparé suivant notre vecteur propre plus z. Ok. Et donc, on va faire une mesure de spin suivant U. Donc, on a notre vecteur propre. En fait, notre état, il est préparé suivant ce vecteur propre. Le problème, c'est que nous, on tient un aimant, c'est-à-dire qu'on a un appareil de mesure qui est représenté dans cet état-là de spin. D'accord. On suppose que c'est un élément. D'accord. Donc, il n'y a pas alignement entre la préparation initiale de notre vecteur propre et, je dirais, notre appareil de mesure. Bien. Donc, ce schéma-là, je peux le représenter en sphérique. On va considérer que l'inclinaison de notre aimant par rapport à la verticale, donc c'est θ, la latitude et la longitude, d'accord, phi. Alors, à ce moment-là, la probabilité de mesurer h bar sur 2, suivant le vecteur u, va être égale, donc ça c'est la formule de cours, mais qu'il faut savoir appliquer à notre cas présent, va être égale donc au modulo carré entre du produit scalaire du vecteur propre SU bar selon h bar sur 2 et de notre vecteur de mesure psi. On peut le réécrire comme étant donc le module carré du produit scalaire entre le bras constitué du vecteur propre dans la direction U de notre opérateur de spin S de U chapeau pour la valeur propre plus et de notre quête psi au carré. Donc ça se calcule comme ça la probabilité. On peut également la calculer d'une autre manière aussi. Bon, ça se calcule plus facilement comme ça, moi c'est ce que je préconise, mais on peut le faire également avec le projecteur. Et dire que P de la probabilité de mesurer h bar sur 2 suivant la direction U, d'accord, est égale à l'opérateur projecteur qui est lié au vecteur propre suivant la direction U pour l'opérateur de spin SU chapeau correspondant à la valeur propre plus h bar sur 2. Donc qui est pris en sandwich entre le bras psi et le ket psi, d'accord. Donc cette écriture, en fait, on explicite l'opérateur. L'opérateur, on rappelle que c'est une matrice, que c'est une dyade, hein, d'accord. Donc voir mes précédentes vidéos, notamment la première vidéo de cours de quantique que j'ai faite, qui explicite le terme de dyade, si vous ne le savez pas. Mais bon, si vous faites des exercices et des TD de quantique, c'est que le cours, vous le connaissez. Bon, si c'est pas sur le bout des bois, vous l'avez étudié au moins. Donc on peut le calculer également comme ça, d'accord. Donc comme étant psi scalaire la dyade U plus scalaire psi. Donc les deux écritures sont identiques. Quand on vous pose la question, j'ai un opérateur, donc ce qu'il y a à retenir c'est ça. Donc vous avez un exo, vous devez résoudre un exo quantique, on vous dit voilà, j'ai un opérateur, j'ai un état quantique, quelle est la probabilité que je trouve tel résultat? Eh bien, il faut que vous connaissiez les valeurs propres, les vecteurs propres. Généralement, les valeurs propres, c'est les niveaux d'énergie, ou c'est des niveaux de mesure, de direction, de spin, en l'occurrence ici dans cet exercice, ça peut être autre chose, et les vecteurs propres, et que vous fassiez un produit scalaire. Ok, donc la probabilité, elle passe par un produit scalaire. Produit scalaire explicité ici, en fonction des données du problème. Ok? Donc, on a deux modes de calcul possibles de la probabilité de se trouver après la mesure dans l'état du vecteur propre suivant la direction U associée à l'opérateur de spin SU chapeau, qui a donc une mesure de sa valeur propre égale à h bar sur 2. Donc voilà, ça prend moins de place. Et donc on explicite cette probabilité, ok? Donc il y a deux modes de calcul. Je vous ai mis les deux modes de calcul. Bon, mais les deux modes de calcul, celui-ci et celui-là, sont équivalents, ok? Donc vous pouvez poser le calcul en Dirac ou le calcul en vecteur. Donc autrement dit, la probabilité de mesurer h bar sur 2 suivant le vecteur U, d'accord, pour l'opérateur de spin SU chapeau, est égale donc au module carré du bras du vecteur propre de la matrice de poly Z associée à la valeur propre de poly plus 1, d'accord, qu'on multiplie par la valeur cos θ sur 2 exponentielle plus i phi sur 2, hein, puisque ça correspond à effectivement voilà, notre vecteur ici, ok.
plus bon, cette valeur, il faut pas oublier que ici on prend le complexe, comment dirais-je, on prend le complexe conjugué en écriture de Dirac, autrement dit le bras qui est ici, voilà, le bras ça va devenir un ket, ok, et on prend le complexe conjugué de cette expression. Sinus θ sur 2 c'est du réel, donc ça reste du sinus θ sur 2, exponentielle i phi sur 2, ça devient exponentielle moins i phi sur 2, donc faut pas se tromper dans les calculs, ok. D'accord. Donc scalaire, le vecteur propre associé à la matrice de poly Z, donc suivant la direction Z, pour la valeur propre de la matrice de poly Z, qui vaut plus 1, ok, le tout au carré. Donc le calcul donc, peut se faire sous cette forme vectorielle, bon, qui vrai peut être aussi un peu plus pratique à vue d'œil, bon, sur un calcul simple comme celui-ci. C'est moins joli, ça prend de la place, bon, simplicité d'écriture de Dirac. Autrement dit, donc cos θ sur 2 exponentielle plus i phi sur 2, sinus θ sur 2 exponentielle moins i phi sur 2, appliqué au vecteur 1, 0, le tout au modulo carré. Ok, donc en explicitant, en fait, en développant donc le bras avec le ket, donc je distribue le ket plus z, je le fais rentrer dans ma parenthèse des deux côtés, et on a le produit scalaire de ce bras-là avec, avec ce ket-là, c'est lui avec lui-même, ça va valoir 1, et du plus avec le moins ça va valoir 0, puisque en fait c'est une base orthogonale. Les vecteurs sont orthonormés. Donc effectivement, la probabilité de mesurer h bar sur 2 suivant la direction U pour l'opérateur de spin S chapeau va être égal au module carré de cos θ sur 2 exponentielle I phi sur 2 fois le produit scalaire entre le bras plus et le ket plus suivant Z, ça vaut 1 par définition même de la normalisation d'une base de vecteur propre, et plus sinus θ sur 2 exponentielle en phi sur 2 fois quelque chose qui vaut 0. Donc ce terme-là, vous le switchez complètement. Pourquoi ça vaut 0? Parce qu'effectivement, ces deux vecteurs sont orthogonaux entre eux. Okay, donc c'est égal à cos θ sur 2 exponentielle i phi sur 2 au carré, c'est égal à cos carré θ sur 2. Autrement dit, la probabilité, et c'est le résultat final de cet exercice, on terminera là-dessus, de mesurer h bar sur 2 suivant la direction du vecteur U pour l'opérateur de spin S U chapeau va être égal à cos carré θ sur 2. Donc cos carré θ, si θ est égal à 0, ben, la probabilité, ben, ça sera 1. Si θ est égal à pi, et ben, la probabilité, ben, ça sera 0, puisque pi sur 2. Donc on a effectivement cette probabilité en fonction du cos carré θ sur 2. Voilà, pardon, voilà pour cet exercice de quantique, qui est un exercice qui a été donné en examen, qui est vraiment typique de sujet d'examen, qui permet de comprendre si vous avez compris la notation de Dirac, si vous savez calculer une valeur propre d'un opérateur, si vous comprenez bien la notation en bras et en ket, bien comprendre l'opérateur de spin, les matrices de Pauli, les coordonnées sphériques. Bref, ce sont des jeux de calcul, on s'amuse bien, mais il faut pouvoir maîtriser ces éléments-là en quantique pour faire des exos. Voilà, donc c'est vraiment un exercice très complet. J'espère que la correction vous aura été utile.